Merci beaucoup, Sikilin. Donc, bonjour à tous. Tout d'abord, je remercie les comités d'organisation et scientifiques de la STMRA pour cette charmante invitation. J'en suis honorée et flattée. Alors, on m'a confié ce sujet concernant la médecine personnalisée et les biomarqueurs diagnostiques. Je trouve que ça va être un petit peu délicat, surtout un samedi à 8h30 du matin, mais on va essayer ensemble. Alors, quand on m'a parlé au tout début de ce sujet-là, ça m'a rappelé un petit peu ce qu'on avait écrit il y a de ça quelques années. Et là, j'ai le couac, bien sûr, du pointeur qui ne fonctionne pas. Oui, très bien. Voilà. Donc, et en fait, ça m'a renvoyé à une publication qu'on avait faite il y a de ça quelques années, où on se posait des questions sur la faisabilité de cette médecine, surtout dans des pays comme le nôtre, donc en voie de développement. Et à ce moment-là, j'étais très gênée parce que on demandait énormément de choses à ces prélèvements-là, et là, le pointeur ne fonctionne vraiment pas. J'ai des problèmes de pointeur. Donc, encore, une autre. Je me posais beaucoup de questions sur ces prélèvements-là, les prélèvements biopsiques, sur lesquels on devait faire non seulement un diagnostic morphologique, mais sur lesquels on devait également chercher des cibles thérapeutiques. Et je me disais à ce moment-là que c'était absolument pas suffisant, surtout dans le secteur public. Et là, je suis désolée pour l'audience, mais je suis obligée d'attendre mon pointeur, un pointeur qui fonctionne, si possible. Sinon, je peux toujours vous dire un suivante. C'est bon? Merci. Donc, le temps perdu à cause de ce couac technique ne doit pas m'être attribué. J'espère qu'il ne le sera pas. Alors, je me posais beaucoup de questions sur ces prélèvements qu'on devait faire parler. Et là, je vais vous demander également de faire fonctionner cette petite vidéo parce qu'il y a de ça quelques années, j'avais l'habitude de montrer, de faire parler le prélèvement qui se trouvait un petit peu anxieux et irrité parce qu'il n'était pas Monsieur Muscle et on lui en demandait beaucoup. Après, j'ai réalisé que ce qu'on me demandait aujourd'hui, c'était de vous parler de biomarqueurs, donc pas de tissu. Hein. Pour la pathologiste que je suis, c'est toujours un petit peu délicat, mais c'est en accord un petit peu avec pas mal d'articles dans des journaux non scientifiques. Et là, ça m'a renvoyé à un article que j'ai lu il y a de ça quelques années dans le New York Times, dans lequel les biopsies, les prélèvements tissulaires étaient qualifiés de evil, de diable, et de risky procedures. En tous les cas, pour les journalistes du moment, c'était magnifique de pouvoir faire un diagnostic juste sur une prise de sang. On va parler de biomarqueurs. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'un biomarqueur? C'est un état qui est physique, biologique ou moléculaire qui permet de définir une entité bien déterminée, un sous-groupe pronostique ou bien de prédire une réponse thérapeutique. Et un bon biomarqueur, normalement, il devrait changer la prise en charge thérapeutique du patient, ou du moins l'améliorer. Et quand on parle de biomarqueurs, là, je vais un petit peu vous matraquer avec des termes de sensibilité, spécificité, valeurs prédictives positives, valeurs prédictives négatives, d'air sous la courbe, parce que c'est très important. Un biomarqueur, plus il est sensible et plus il est spécifique, mieux il est. Et dans le cadre du diagnostic, plus il est spécifique, mieux c'est. On ne va pas parler des biomarqueurs dans le cadre du dépistage, et Dieu seul sait combien on en parle, surtout avec le scanner low-dose. On ne va pas en parler également dans le cadre du traitement, donc je ne vais pas vous bombarder avec l'avalanche de cibles thérapeutiques de GFR, d'ALK, de ROS1, de HER2, de BRAF. Non, ça ne va pas être le cas. Et je ne vais pas non plus parler des biomarqueurs dans le cadre du pronostic et du suivi. Donc je ne vais pas vous parler de GFR, de RAS ou de RCC1. Alors le sujet du jour, c'est les biomarqueurs dans le cadre du cancer bronchopulmonaire.
Alors, et pour la pathologiste que je suis, je me suis sentie un petit peu comme lui, comme Sisyphe. Et je vais essayer un petit peu avec vous de remonter un petit peu cette roue, cette pierre, en répondant à des questions très simples et en essayant de simplifier un sujet qui est déjà assez compliqué. Alors, la première question que l'on se pose, c'est où est-ce qu'on va chercher les biomarqueurs ? Alors, globalement, et là j'ai mis des pièces chirurgicales, j'ai tenu compte de nos chirurgiens dans la salle. Donc, normalement, où est-ce qu'on va les chercher ? On peut les chercher dans les prélèvements tissulaires, dans les biopsies ou les pièces chirurgicales, mais là, c'est des biomarqueurs diagnostiques sans avoir recours à des procédures invasives, donc pas de tissu. On peut les rechercher également dans le liquide, que ce soit le lavage broncho-alvéolaire, les crachats, le liquide bronchique, le liquide péritonéal, les urines, mais également le sang. Il y a de ça quelques années, on avait fait une petite mise au point sur cette fameuse biopsie liquide qui a excité pas mal de scientifiques dans le monde. En gros, la biopsie liquide, c'est magnifique parce qu'on va faire un prélèvement sanguin, 10 à 20 millilitres de sang dans un tube d'ETA. Et ce qu'on avait l'habitude de connaître, c'est qu'on va chercher des cibles thérapeutiques. Et là, non, on va faire un diagnostic. Alors, la deuxième question que l'on se pose, c'est quels sont les biomarqueurs qu'on va chercher dans ces liquides-là ? Et il y en a beaucoup. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle les auto-anticorps. Ce sont des anticorps qui se sont développés contre des antigènes anormaux développés par des cellules tumorales. Alors, les auto-anticorps, c'est très bien. Le problème, c'est qu'ils sont présents en quantité très, très faible. Il y a énormément de faux négatifs. Et puis, on les met en évidence sur le prélèvement sanguin grâce à des techniques usuelles dans un laboratoire de biologie, c'est-à-dire des techniques de type ELISA. Il y a aussi, dans la biopsie liquide, il y a tout ça. Il y a énormément de cellules, comme vous voyez ici. Donc, il y a des polynucléaires, il y a des lymphocytes, il y a des plaquettes et il y a des cellules tumorales circulantes. Il y a de l'ADN, il y a de l'ARN, il y a plein de choses. Alors, au tout début, on s'est intéressé aux cellules tumorales circulantes. Les cellules tumorales circulantes, elles peuvent être viables, comme elles peuvent être mortes, apoptotiques. Ce qu'on doit savoir sur les cellules tumorales circulantes, c'est que ce ne sont pas des voyageuses solitaires. Elles voyagent très souvent accompagnées par des leucocytes, par des globules blancs. Pourquoi c'est important à savoir ? C'est que leur détection va être plus difficile. Si elles étaient solitaires, ça aurait été mieux. Et ces cellules-là, elles vont être présentes dans le sang indépendamment du type histologique en question et indépendamment du stade tumoral. Comment on peut les mettre en évidence ? En gros, il y a deux grandes méthodes pour la mise en évidence des cellules tumorales circulantes. Soit on va se concentrer sur leurs propriétés biologiques, c'est-à-dire sur les antigènes qu'elles portent, sur les protéines qu'elles expriment, sur leur pouvoir invasif, et là on va parler de méthode indirecte, soit on va se baser sur leurs propriétés physiques, leur taille, la déformation, leurs propriétés électriques, sur leur densité, et là on va parler de méthodes qui sont directes. Les deux principales techniques, les Rolls-Royce de mise en évidence des cellules tumorales circulantes, on a le Cell-Search comme méthode indirecte, et puis il y a l'ISET comme méthode directe. Alors, il y en a plein d'autres, et de toute façon, toutes ces techniques-là nécessitent une très grande expertise et beaucoup d'entraînement. Alors, à part les cellules tumorales circulantes, dans cette fameuse biopsie liquide, il y a aussi les petits ronds verts que vous voyez là-haut, à gauche, les exosomes, qui ne payent pas beaucoup de mine, en fait, mais qui sont très, très utiles. Alors, les exosomes, c'est quoi ? C'est des petites vésicules dont le diamètre est entre 40 et 100 nanomètres. On peut les trouver dans pas mal de liquides, donc dans les crachats, dans le liquide bronchique, même dans le liquide amniotique, dans la bile. Et ils ont un très grand rôle dans la carcinogénèse. On l'a découvert tout récemment, il y a peut-être une dizaine d'années. Ces exosomes-là, pour les mettre en évidence, il faut d'abord les extraire du sang, et puis il faut détecter leur contenu. Donc c'est vous dire la complication des techniques qui sont mises en place. Pourquoi il faut détecter leur contenu ? Parce que leur contenu est très important. Dans ces petits exosomes-là, on va trouver de l'ADN, on va trouver de l'ARN, on va trouver des protéines. Et tout ça est très important dans le cadre du diagnostic des cancers bronchopulmonaires. Alors, avant de répondre à la troisième question qui est les anomalies que l'on va trouver sur ces biomarqueurs-là. Qu'est-ce qu'on va chercher ? Je vais vous présenter un très très bref rappel, juste pour comprendre un petit peu la suite des événements. Alors je vais vous présenter le très beau collier de perles sur lequel tout est centré, donc la molécule d'ADN.
Donc la molécule d'ADN, c'est ce collier de perles avec de double brin qui sont liés avec des bases qui se succèdent et qui sont liées selon des règles de complémentarité. Alors, au niveau d'un gène, il y a des séquences. Vous savez, le rêve d'un gène, c'est d'être traduit en protéines. Et ces gènes qui sont traduits en protéines, ce sont des séquences qu'on trouve au niveau des gènes qu'on appelle des exons. Ce sont des séquences qui vont coder pour des protéines. Par contre, il y a d'autres séquences au niveau des gènes qui ne vont pas coder pour des protéines. C'est ce qu'on appelle des introns. Alors, on s'est longtemps posé la question sur l'utilité des introns, à quoi ils servent finalement. Et on a trouvé que, par exemple, au niveau d'introns de certains gènes, il y a des bases qui se répètent, comme ça, AAA, CCC, TTT, qu'on appelle les microsatellites. Alors, pourquoi ces microsatellites sont importants? Parce que lors de la mitose, lors de la division cellulaire, il y a la réplication de l'ADN, la photocopie de l'ADN. Et le système qui est responsable de cette réplication, c'est un système qu'on appelle le système MMR. Et quand il est déficient, ce système-là, il y a forcément une mutation, et puis il va y avoir une cellule tumorale. Et pour détecter les déficiences de ce système-là, on va chercher ces séquences répétitives, ces microsatellites, et quand on trouve des erreurs au niveau de ces microsatellites, on sait qu'il y a un problème avec le système MMR. À part le système MMR, il y a aussi au niveau de certains introns ce qu'on appelle des promoteurs. Donc ce sont des séquences d'ADN qui ne codent pas bien sûr pour des protéines, mais qui sont comme des agents de circulation, qui vont dire telle protéine elle peut être produite, telle protéine elle ne va pas être produite. Et comment fonctionnent en fait ces promoteurs? C'est qu'un promoteur qui n'est pas épicé, il n'y a pas d'épices, c'est comme en cuisine, il est tout à fait fonctionnel, il va faire sa fonction. Et un promoteur qui est épicé, il va donner des erreurs, et forcément, c'est comme un agent de la circulation qui est un petit peu bu, il va donner des erreurs et on peut avoir une cellule tumorale. Alors, cette épice, c'est quoi? C'est la méthylation. En gros, c'est un groupement CH3 qui va venir se coller sur des dinucléotides, CPG, cytosine et guanine, et qui va finalement nous donner une cellule qui est anormale. Pourquoi c'est important de connaître ces anomalies-là? Parce que c'est des anomalies qui ne touchent pas le gène en question. Donc l'exon qui va donner une protéine, il est intouché. Il n'est pas muté. Il n'y a rien du tout dedans, mais tout se passe en dehors de cet exon-là. C'est ce qu'on appelle les modifications épigénétiques. Et on va en parler un petit peu par la suite. Alors le dogme de la biologie moléculaire, c'est ça, c'est que dans les années 58, on pensait qu'on a de l'ADN qui était complètement transcrit en ARN messager et puis traduit en protéines. Avec le temps, on a compris qu'il n'y avait pas que cet ARN messager-là, il y a plein d'autres ARN, énormément d'ARN. Et dans le cancer du poumon particulièrement, les ARN qui ont été les plus analysés, surtout dans le cadre de diagnostic, ce sont les micro-ARN. Donc les micro-ARN, ils ont un très grand rôle dans la régulation post-transcriptionnelle et ils sont impliqués dans la carcinogénèse. Alors comment on va mettre en évidence cet ADN-là, tumoral circulant, tout ce qui est micro-ARN? Il y a des techniques tout d'abord d'amplification, donc de PCR, et puis il y a des techniques de séquençage. Elles sont nombreuses, multiples, avec des sensibilités diverses, des seuils de détection divers, et la Rolls-Royce des techniques de mise en évidence des mutations au niveau de mise en évidence tout court de tout ce qui est ADN tumoral circulant ou de micro-ARN, c'est le NGS, le Next Generation Sequencing. Alors, à part tout ça, il y a aussi ce qu'on appelle la protéomique. Donc le dogme, on avait dit, c'était de l'ADN qui était transcrit en ARN et traduit en protéines. Avec le temps, on s'est intéressé beaucoup à l'ADN et beaucoup plus à l'ARN. Et puis, ces dernières années, on s'est intéressé également aux protéines. Alors vous allez me dire pourquoi on s'intéresse aux protéines alors qu'on en connaît beaucoup déjà sur l'ADN et sur l'ARN. Alors, ça c'est un petit peu de données générales. Il faut savoir que le papillon et le ver de terre ont exactement le même génome et pourtant c'est pas la même protéine. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à s'intéresser aux protéines parce que l'analyse des protéines pouvait donner des résultats complètement différents par rapport à l'analyse de l'ADN ou l'analyse de l'ARN.
On parle également aujourd'hui de métabolomique. Métabolomique, c'est un petit peu l'analyse des métabolites. Les métabolites, les produits de dégradation qu'on peut trouver dans la salive, mais essentiellement dans les urines. Ils sont de plus en plus importants dans le cancer du poumon. Et pour les mettre en évidence, il y a des techniques lourdes de spectrométrie de masse. Alors voilà, ça c'était juste pour vous familiariser avec ce qui vient par la suite. C'est-à-dire quelles anomalies on trouve dans les cancers du poumon, dans le cadre du diagnostic. On est encore dans le diagnostic. Alors, ce sont les anomalies qui sont impliquées dans la carcinogénèse. Et très tôt dans la carcinogénèse, on a une instabilité des microsatellites et puis on a des problèmes de méthylation de l'ADN. Alors, il y a un LOH que vous voyez sur la diapo, que je ne vous ai pas expliqué tout à l'heure. C'est ce qu'on qualifie de loss of heterozygosy. En gros, tous les gènes qu'on a, on a des gènes où on a 2 copies pour chaque gène. Donc on a un allèle qui vient de la maman et puis un allèle qui vient du papa. Donc nos gènes sont, dans l'état normal des choses, hétérozygotes. Parfois, un de ces allèles peut subir des pertes. Et à ce moment-là, on va avoir une perte de l'hétérozygosie. C'est ce qu'on appelle loss of heterozygosy. C'est-à-dire qu'il va y avoir un de ces allèles où on va avoir des pertes, soit au niveau d'un bras entier, soit au niveau de quelques petites séquences. Alors, les principales anomalies qu'on observe dans le cadre du diagnostic des cancers bronchopulmonaires, c'est qu'on a une instabilité des microsatellites, une hyperméthylation de l'ADN, une expression de micro-ARN. Il y en a plein des micro-ARN, c'est une très très grande famille. Et puis on peut avoir des mutations dans certains gènes, comme le gène P53, CARAS ou EGFR. Alors, la question aussi principale, c'est quand avoir recours aux biomarqueurs diagnostiques, parce que nous, pathologistes, on aime le tissu, et je pense que vous le savez tous. Donc, si on voulait un petit peu résumer les données de la littérature, il y a en gros 3 circonstances dans lesquelles les biomarqueurs diagnostiques ont un rôle important. Tout d'abord, dans le cadre du diagnostic précoce du cancer du poumon, et surtout dans le diagnostic des nodules indéterminés, donc comme vous le savez, qui sont diagnostiqués avec le scanner low-dose. Ils ont un intérêt dans le diagnostic précoce des récidives et dans le diagnostic des nodules pulmonaires multiples, pour dire est-ce que c'est des primitifs multiples ou bien des métastases intrapulmonaires. Alors, dans la première indication, dans le cadre du diagnostic précoce et le diagnostic des nodules indéterminés, il y a plein de biomarqueurs qui peuvent être utiles. Il y a les cellules tumorales circulantes, il y a l'ADN tumoral circulant, les modifications épigénétiques, la recherche de micro-ARN, les auto-anticorps, la protéomique et la métabolomique. Tout ça est très important. Donc les cellules tumorales circulantes, c'est des étoiles plein le ciel, dans un ciel obscur. Et là, je vais vous partager avec vous une expérience que j'ai vécue personnellement. Je faisais un stage au laboratoire de l'INSERM à Nice en 2009. Et il y avait un patient qui était suivi pour une bronchopulmopathie chronique obstructive. À ce moment-là, on faisait juste un travail de recherche. On cherchait les cellules tumorales circulantes dans le sang avec la technique de Lisette. Et son scanner était strictement normal. Par contre, on avait trouvé des cellules tumorales circulantes. Donc Lisette nous permet de voir directement les cellules. Et ce patient-là, il n'avait absolument rien. Tout était normal chez lui. Il était suivi très 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 régulièrement par la suite. Et en 2011, on a vu apparaître un cancer du poumon. C'était un stade 1 et le patient a été opéré. C'était un adénocarcinome et jusqu'à ce jour, il est encore en vie. Donc les cellules tumorales circulantes ont un intérêt quand même pour le diagnostic précoce. Pour l'ADN tumoral circulant, on en parle beaucoup, mais dans le cadre du diagnostic précoce, il a très peu d'utilité. En gros, l'ADN tumoral circulant, on en trouve beaucoup dans les stades tardifs, pas tellement dans les stades précoces. L'épigénétique, il y a énormément d'anomalies qu'on peut rechercher au niveau de différents gènes. Et là, vous voyez un petit peu différents gènes, le SOX, le HOX, le HAJAP, le PTDGR, avec différentes sensibilités et spécificités qui sont mentionnées et rapportées dans la littérature. Comme on est dans le cadre du diagnostic, c'est surtout la spécificité qui nous intéresse, mais la sensibilité est importante. Donc on a des spécificités dans la littérature qui varient de 60 à 90%, avec des sensibilités quand même assez significatives.
Alors, ça, c'est une très, très belle publication qui a été faite sur les altérations épigénétiques dans les stades précoces du cancer du poumon. Et les auteurs ont fait une étude rétrospective qui incluait 431 patients. Ils ont étudié 4 gènes régulateurs. Et vous voyez que là, on sort du cadre habituel de EGFR-CARAS. Donc, c'était les gènes GENAS, le GRB10, le SNRN et le HM13. Alors, quand on parle de test diagnostic, il faut toujours un gold standard. Et normalement, le gold standard doit être le même pour tous les patients. Et donc, dans ce cas de figure, par exemple, les auteurs ont utilisé des gold standards différents. Donc, pour certains patients, c'était le prélèvement tissulaire, pour d'autres, c'était le prélèvement cytologique, et donc c'était variable selon les patients. Ils ont rapporté une spécificité de 92% et une sensibilité de 95% dans les carcinomes in situ. Pour les nodules de moins de 2 cm, donc ces fameux nodules indéterminés qu'on peut détecter avec le scanner low-dose, ils ont trouvé une spécificité de 91% et une sensibilité de 100%. Le problème de ce type d'études, c'est que c'est toujours des études rétrospectives. Le gold standard n'est pas le même pour les différents patients, et puis les auteurs n'avaient qu'un suivi de 2 ans pour leurs patients. Donc tout ça est bien beau, mais il doit être pris avec beaucoup de précautions. Les micro-ARN, il y en a beaucoup dans la littérature. Dans le cancer du poumon, on parle du MIR17, le 205, le 190, le 19A. Et les auteurs se sont intéressés à différents micro-ARN. En tous les cas, on trouve des sensibilités et des spécificités variables. Par rapport à la spécificité, elle varie entre 60 et 90%. Et la sensibilité varie entre 40 et 81%. Les principaux essais multicentriques qui ont concerné les micro-ARN, ils sont au nombre de 2. C'est l'AEGIS-1 et l'AEGIS-2. En fait, les auteurs, ils ont comparé l'analyse donc d'anomalies au niveau des micro-ARN seuls et la bronchoscopie seule et l'association de bronchoscopie et de micro-ARN pour le diagnostic précoce donc, des cancers du poumon. Ils ont trouvé que quand on associait la bronchoscopie aux classifiers, c'est-à-dire les micro-ARN qu'ils ont recherchés, on atteignait une sensibilité de 96% et une spécificité de 98%. Et tout ça sans avoir recours au tissu, bien sûr. Alors, il y a aussi les micro-ARN au niveau des exosomes, parce qu'il y a les micro-ARN, comme vous avez vu tout à l'heure, au niveau du sang, qui circulaient comme ça dans le sang, et puis il y a les micro-ARN également dans ces fameux exosomes, et ce ne sont pas les mêmes. Alors, même les micro-ARN au niveau des exosomes ont fait l'objet de plusieurs travaux, et là, on va parler un petit peu d'air sous la courbe. Vous savez que pour un marqueur diagnostic, plus l'air sous la courbe est proche de 1, plus le marqueur est bon pour le diagnostic. En tout cas, beaucoup d'auteurs ont rapporté une aire sous la courbe qui était de 0,80 jusqu'à 0,90 pour certains exosomes. Alors là, c'est une méta-analyse sur la valeur diagnostique des ARN circulaires qu'on trouve dans les exosomes. Et là, dans cette méta-analyse-là, les auteurs ont inclus essentiellement des séries chinoises. Oui, le temps, oui. En même temps, c'est un sujet qui ne peut pas être traité en 20 minutes, mais on va essayer. Donc, ils ont fait un bon contrôle qualité, le contrôle CADAS, et parmi les articles inclus, ils n'ont inclus que 17 qui exploraient la valeur diagnostique des ARN circulants. Alors, ce qui est affligeant un petit peu avec cette méta-analyse, c'est qu'on a une sensibilité, une spécificité d'environ 70%. Et ça, dans le cadre du diagnostic, c'est pas tout à fait tolérable. En plus, ils ont rapporté, il y a un I carré qui est assez élevé quand même, donc il y a une très grande hétérogénéité dans la littérature. Alors là, je ne vais pas m'étaler là-dessus, c'est pour vous montrer qu'en fait, autant le carcinome à petites cellules n'a pas bénéficié de beaucoup de cibles de l'intérêt de la médecine personnalisée dans le cadre du diagnostic, autant on a beaucoup de cibles qui peuvent nous servir au diagnostic précoce du carcinome à petites cellules. Les auto-anticorps également ont été étudiés dans le cadre du diagnostic précoce du cancer du poumon, avec des spécificités environ de 93%, mais encore une fois, il y a énormément de faux négatifs. La protéomique également, donc on s'est intéressé à plusieurs profils protéiques, avec des spécificités variables dans la littérature, mais on n'est jamais allé au-dessus de 40 à 50%.
On s'est intéressé également à des métabolites dans le cadre du diagnostic précoce. Les VOC, c'est ce qu'on appelle les composants organiques volatiles, qui avaient une spécificité de 60 à 97% selon les séries. On a cherché également les métabolites dans la biopsie liquide, dans les urines également, et on a rapporté dans les urines une spécificité quand même de 90 à 97%. Alors en gros, il y a beaucoup de cibles qu'on peut aller, beaucoup de biomarqueurs qu'on peut aller tester, que ce soit dans la salive, dans le liquide bronchique, dans le liquide de lavage broncho-alvéolaire ou dans le sang. La deuxième indication, c'est le diagnostic précoce des récidives. Et là, c'est les cellules tumorales circulantes. En gros, dans la littérature, on va suivre les patients à la recherche de cellules tumorales circulantes et on va chercher là les mutations également au niveau des différents gènes de ces cellules-là. Et ça peut aider non seulement le suivi, mais également la prise en charge thérapeutique parce que ça peut modifier le traitement également. Alors, les biomarqueurs diagnostiques, c'est la dernière indication, peuvent servir dans le diagnostic des nodules multiples. Les nodules multiples, pour nous, en tant que pathologistes, c'est très facile à classer quand ils sont de type histologique différent. Le problème, c'est quand on a des adénocarcinomes ou des carcinomes épidermoïdes, où là, c'est beaucoup plus délicat. Par rapport aux biomarqueurs, on s'intéresse à la clonalité du gène P53, des pertes d'hétérozygosie, les mutations du gène RAS, l'instabilité des microsatellites, les mutations de l'EGFR. Et dans le service, il y a de ça quelques années, 2 ans, 3 ans bientôt, on s'est amusé à faire une méta-analyse parce qu'on s'est senti un petit peu fort. On s'est dit oui, nous, on peut classer les nodules pulmonaires multiples. Et on a fait une méta-analyse en comparant le diagnostic morphologique à tout ce qui est moléculaire. Et là, c'est notre flowchart. Et on a été très très vite déçus. On a déchanté très vite parce que la sensibilité pondérée est de 65%. Pour le diagnostic morphologique, et la spécificité pondérée était de 49%, c'est dire que dans ces cas-là, très souvent, le moléculaire est le roi finalement. Alors, pour conclure, et j'espère que je n'ai pas été trop longue, les biomarqueurs diagnostiques dans le cadre du cancer du poumon sont extrêmement multiples. On parle aujourd'hui du challenge des data. Et il est nécessaire d'adopter une approche intégrative, une approche qui va associer la biologie moléculaire et l'intelligence artificielle, une approche qui va associer plusieurs intervenants, les pneumologues, les biologistes, les pathologistes, les radiologues, les bioinformaticiens. Et on parle même récemment d'associer les chiens. Parce qu'on a de très très bons essais contrôlés, randomisés à propos des chiens renifleurs qui vont renifler ces fameux métabolites dans les urines des patients et qui vont diagnostiquer très tôt le cancer du poumon. Alors, les principales limites des biomarqueurs diagnostiques des cancers du poumon, c'est que dans la littérature, il y a essentiellement des études rétrospectives et pas de cohortes, pas d'études prospectives. Il n'y a pas de techniques qui sont vraiment standardisées. Vous avez vu, on étudie différentes cibles avec différentes techniques. Il n'y a pas un très grand respect de l'éthique. Il faut avoir un consensus sur les biomarqueurs à étudier. Et puis, dans un pays comme le nôtre, il faut énormément réfléchir au coût que tout cela peut avoir. Alors, en réponse à l'image de tout à l'heure de Sisyphe, alors Albert Camus a dit que la lutte elle-même vers le sommet suffit à remplir un cœur d'homme et que c'est qu'en vérité le chemin importe peu, la volonté d'arriver suffit à tout. Alors si on veut, on peut, certainement. Je vous remercie. Merci Dominique pour cette présentation futuriste qui vous donne une idée de ce qui sont en train de se faire actuellement en Occident. Et j'espère qu'on va arriver le plus possible chez nous. Ça a été attendu. Je pense que tu es l'une des rares pathologistes à pouvoir assurer une telle présentation. Moi, j'aurais été incapable de le faire. Je passe la parole à la salle pour d'éventuelles questions. Juste une petite question par rapport au cancer dans les formes précoces, par rapport aux patients que tu as montrés. Comment on explique le fait qu'il y ait des cellules tumorales qui circulent dans le sang et que ces cellules ne vont pas donner des métastases, ne vont pas s'implanter dans les tissus et que le patient développe juste un cancer localisé et qui survit très très longtemps? Alors, en fait, les cellules tumorales circulantes, elles circulent très rapidement. En fait, dès l'effraction de la lame basale, on a toujours
on a des cellules tumorales circulantes. Alors comment et à quel moment elles vont venir se manifester et se fixer sur le tissu humain? Alors ça c'est toute la problématique. Et d'ailleurs, je vous remercie pour cette question parce que le patient en question était très anxieux parce qu'on l'a suivi de vraiment près et il n'arrêtait pas de dire finalement, avec cette médecine futuriste, je reste malade chronique. C'est-à-dire qu'il sait qu'il n'a rien, mais en fait, il sait qu'il a des cellules tumorales dans son sang et qu'on ne sait pas à quel moment ces cellules-là vont donner un cancer solide. Il n'y a vraiment absolument aucun moyen de savoir à quel moment elles vont se fixer et elles vont former ce fameux cancer. Et c'est vrai que la question qu'on se pose avec cette médecine-là, c'est que c'est très beau, le cancer est devenu une maladie chronique, mais parfois dans le cadre du diagnostic précoce, on crée des malades aussi trop tôt et très chroniques, très chroniques. C'est qu'à un moment donné, il me disait, j'aurais aimé ne pas savoir. Mais sinon, à quel moment elle se fixe, on ne sait pas. C'est pour ça qu'on doit suivre. On n'a pas d'autre chose. Si vous permettez, bravo, Monia. Franchement, tu as excellé, comme d'habitude. Même si la conclusion faisait 5 minutes, ce qui est un peu lent pour un exposé. Non, je plaisante. Hein. Et même l'introduction. Il y a une vingtaine d'années, je ne sais pas si... je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui s'en souviennent. On m'avait demandé au cours d'un congrès de l'ATS, pas l'autre, la nôtre, la Rad Thoracic Society, de parler de la nouvelle classification du cancer oncopulmonaire, la nouvelle de l'époque, c'est-à-dire celle de 97. Et j'avais conclu en disant qu'on continuait à avoir une approche macroscopique du cancer, alors que c'est une maladie qui se passe à l'échelle microscopique, voire moléculaire. Donc on y est. C'est en fait, non pas la médecine de précision, c'est la médecine du futur. Et j'imagine qu'un jour ou l'autre, on arrivera à trouver un marqueur ou un gène pour dire à un nouveau-né, tu auras un cancer à l'âge de 48 ans, 3 mois et 2 semaines, et il sera dans tel siège. Et tu seras peut-être présent, mais moi sûrement pas. J'espère que vous serez aussi. Merci, Dr. Ulika. Voilà, je suis là. Je voulais vous demander pour les cellules tumorales circulantes, est-ce que c'est valable pour tous les types de cancers du corps? C'est-à-dire quand vous trouvez des cellules, est-ce que vous pouvez savoir où elles vont se localiser un jour? Est-ce qu'il y a une possibilité de différenciation? Et est-ce que ça peut servir pour détecter ou suivre de façon précise et serrée des malades qui sont prédisposés à avoir un cancer s'ils ont fait une manifestation clinique comme une thrombose veineuse par exemple? Oui, ça peut servir pour le suivi. Est-ce qu'on en a en Tunisie? En Tunisie, non. C'est au stade de recherche actuellement, mais dans le cadre de la routine, non. Mais juste, je tiens à vous préciser quelque chose, c'est qu'en Tunisie, il y a très peu de réglementation en ce qui concerne ce diagnostic-là. Et donc, surtout, n'importe qui peut faire un petit peu n'importe quoi. Donc c'est des cellules qui sont très difficiles à mettre en évidence. Ça nécessite vraiment une très grande expertise. Et je n'ai pas montré ici parce que déjà, on peut passer largement les 20 minutes, mais des cellules qui sont un petit peu inflammées, agressées dans le cadre d'une tuberculose, peuvent tout à fait mimer des cellules tumorales circulantes. Et donc la difficulté est là. C'est pas si simple. C'est pour ça que je vous ai dit, je présente les choses de la façon la plus simplifiée possible, mais ça nécessite vraiment une très grande expertise. Par contre, chez les patients qui ont déjà un cancer, on sait qu'ils ont un cancer, elles servent vraiment beaucoup dans le cadre du suivi et également par rapport au traitement, parce que là, on peut mettre en évidence des cibles thérapeutiques sur ces cellules-là, au niveau de ces cellules-là, et ça peut changer toute la prise en charge. Pour tous les cancers, oui, on en parle pour tous les cancers solides. Pas pour les lymphomes, mais on en parle pour tous les cancers. Après, quand on en trouve chez un patient qui est asymptomatique, on ne peut pas savoir s'il va développer un cancer du poumon, ou un cancer de la prostate, ou un cancer gastrique. Hein. On ne peut pas le savoir. Mais selon le profil que l'on a, selon les facteurs de risque, on peut se dire, oui, il risque de développer, par exemple, comme pour le patient tout à l'heure, il était suivi pour le BCO, c'était un très grand tabagique, et on pensait qu'un jour ou l'autre, il allait peut-être présenter un cancer du poumon. Ça a aidé à le suivre de façon beaucoup plus régulière.
On est un peu en retard. On a le temps pour une dernière question. Docteur Thénique, vous avez levé la main. Vous avez déjà le micro? Oui. Allez-y alors. Je vous remercie beaucoup pour la qualité de votre présentation. Je voulais dire que, en fait, que ce soit aux États-Unis ou en France, tous ces biomarqueurs dans le cadre du diagnostic, je ne parle pas en médecine prédictive, dans le cadre du diagnostic, n'ont pas d'intérêt, en tout cas ne sont pas faits en route, ils ont de l'intérêt, je m'exprime mal, mais ils ne sont pas faits en routine, mais nulle part, ni aux États-Unis ni en France, ce n'est pas de la routine. Donc peut-être que dans 10 ans ça va venir. Je complète avec le fait que, bien sûr, il y a des équipes très excellentes comme l'équipe de Nice. De Paul Hoffman. Exactement, Oui. Qui a énormément publié. Oui. Mais du coup, quand il y travaille a beaucoup sur quelques équipes qui ont publié dans le monde et que ce n'est pas tellement partagé, on peut se dire que c'est du coup voilà, difficile à expandre. À homogénéiser. Exactement. Et d'ailleurs, l'équipe de Nice, avec Paul Hoffman en dernier auteur et Charles-Hugo Marquette en premier auteur, a publié dans Lancet Respiratory Medicine le résultat d'une phase 2 sur les cellules tumorales circulantes chez les BPCO, et la sensibilité était Très faible. extrêmement médiocre. Donc voilà, c'est le futur, mais c'est pas maintenant, donc il n'y ait pas de frustration. Mais ils se sont basés sur la spécificité, par contre, Oui. pour l'essai qu'ils nous ont dit. La spécificité est magnifique, avec une sensibilité de moins de 30%. Exactement, exactement. Mais merci beaucoup, vous nous Merci avez à vous. éclairé sur plein de points précis. Non, merci à vous, hein. Comme ça vous avez un petit peu vous, parce qu'on commençait à espérer beaucoup de choses avec les cellules tumorales circulantes, et là vous faites vous. En tout cas, à l'INSERM, ils le font. Hein. Bon, je ne peux pas refuser la question. Ah, vous insistez. D'accord. On passe à la... Merci beaucoup.